Voilà, parfait. Si les derniers peuvent On y va. Quand ils nous mettent les spots dans les yeux, c'est une technique très spéciale. Ça fait un peu commissariat. Bon, donc on entre dans la dernière table ronde, hein, puisque cet après-midi, il y aura une rencontre plus professionnelle qui réunit aussi bien effectivement des personnalités importantes du monde de la culture et de l'art, le directeur des Beaux-Arts, Adèle Diane, qui est directeur des relations extérieures du Louvre. Jean Blaise, je ne vous le présente pas parce que ça serait un peu injurieux. Voilà. Alors je ferai deux remarques en entrée. Ce colloque évolue, j'aime bien. C'est-à-dire qu'au début, quand on l'a préparé, je l'ai trouvé très critique sur le tourisme. Et je trouve qu'on a complexifié la réflexion, qu'on s'est rendu compte que le voyage, c'était magnifique, etc. Donc cette évolution me plaît beaucoup. J'ai souvent pensé que dans le discours anti-touristique, il y a de surtourisme, il y a des réalités d'observer. Et puis il y a un peu un discours politique contre les touristes. Dans d'autres camps politiques, on serait peut-être contre les immigrés. Donc j'ai toujours trouvé qu'il y avait une mise en question de l'autre qui vient, qui me gênait. Donc je trouve qu'on a bien évolué. Et la deuxième remarque que je ferai en introduction, vous voyez, quand on va, les gens sont dans un camping, vous faites un sondage, à côté du camping, il y a un golf. Vous dites aux gens, et s'il y avait un golf à côté, est-ce que vous êtes content? Ils disent, ah ouais, c'est très très bien. Et on dit, vous y êtes allé? Ah non, mais j'aurais pu y aller. C'est la même chose avec les monuments historiques. On dit aux gens, il y a un château à côté, magnifique, vous l'avez visité? Ah non, mais j'aurais pu le faire. Et je pense que notre métier, c'est de créer ces auraient pu le faire. On n'est pas là pour que les gens fassent ça, ma foi, chacun est libre. Créer ce sentiment de la liberté du voyage, et c'est très frappant. Le golf, ça m'a toujours surpris, parce que la plupart des gens ne jouent pas au golf, en fait. Mais c'est aussi l'idée qu'une autre année, ils pourraient faire autre chose. Et puis surtout, ils vont rentrer en disant, j'étais en camping à côté d'un golf. Donc leur vacances a pris de la valeur symbolique, de distinction. Et moi, j'ai toujours été très sensible à cette ouverture à la possibilité de faire. On est des acteurs culturels, moi je produis des livres, je n'oblige pas les gens à les lire, quoi. Je leur mets des livres à distribution. Et je crois que c'est important de créer cette ambiance qui relève finalement du voyage intérieur face au voyage réel, et je crois que c'est bien. Alors, on va donner la parole à tous les trois, comme d'habitude, un quart d'heure chacun. On va commencer par Adèle Diane, donc le directeur des relations extérieures. J'ai une question pour vous, mais je vous la poserai après. Allez-y, votre intervention. Merci beaucoup Jean Viard. Je me rends compte que je suis à une table avec que des gens, donc c'est un plaisir aussi de retrouver Jean Deloisy, avec qui on a eu l'occasion de travailler au musée du Louvre il y a quelques années et puis d'échanger encore au cours des années. Jean Blaise aussi, que je connais par divers projets et des choses à venir, j'espère, dans le cadre de nos activités. Donc, je suis Adèle Diane, directeur des relations extérieures du musée du Louvre. Je suis au Louvre depuis une dizaine d'années à peu près. Relations extérieures, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour vous donner une idée, dans mon équipe, on s'occupe de communication, de mécénat et de développement touristique et de fidélisation des publics. C'est pour ça que quand Jean m'a proposé de travailler sur la thématique de tourisme et culture, pour moi, c'est quelque chose qui va complètement de soi. C'est une logique nécessaire. C'est un accompagnement de l'image du musée du Louvre, de Paris et de la France à l'international et au niveau national. Et un point, effectivement, c'était passionnant, le débat qu'on a pu avoir juste avant notre intervention, sur le tourisme peut-il être vertueux? Moi, j'ai envie qu'on se pose, on se disait, ça c'est un sujet d'agrégation, tourisme, vertu, c'est quoi la vertu, c'est quoi le tourisme? Est-ce qu'il peut l'être, pas l'être? Ça rappelle les années de prépa, Hippocane-Cagne. Le tourisme peut-il être vertueux? Moi, j'ai envie de dire, pourquoi le tourisme aujourd'hui peut parfois avoir une image très négative? Au Louvre, on a pu constater, je vais vous donner des éléments très concrets, je pense que c'est plus simple que... pour moi, le tournant, si je puis dire, c'est la chute du mur de Berlin. Vous allez me dire pourquoi, la chute du mur de Berlin dans les années 90. Mécaniquement, quand on analyse les données touristiques à cette époque, il y a la chute du mur de Berlin et il y a l'accroissement très fort du trafic aérien international. Pourquoi? Démocratisation du billet d'avion, échanges internationaux. C'est l'époque où on parlait de la fin de l'histoire, on se dit maintenant les démocraties vont rayonner, vont exister dans le monde entier. Et moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été déterminant. J'ai entendu le mot tout à l'heure, repli identitaire. Puis vous avez évoqué la problématique d'immigration, etc. La culture au sens large, on pourra en discuter longtemps, c'est ce qui relie les gens. C'est ce qui nous permet les uns les autres de nous comprendre, de découvrir nos points de rapprochement, mais nos différences. L'accélération, au cours des années 90-2000, et puis 2010, des échanges internationaux, de la compréhension de l'autre ou de la compréhension de ce que nous ne comprenons pas de l'autre, que nous n'acceptons pas, n'a jamais connu
une période aussi florissante. Et ce tourisme de masse, que l'on peut critiquer, on va en parler en détail sur comment le rendre plus vertueux, parce que je trouvais que c'était vraiment un sujet extrêmement intéressant, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accompagne. Effectivement, je vous donne des données chiffrées. Au Louvre, dans les années 90, il y avait à peu près 2 à 3 millions de visiteurs. Cet accroissement, quand on prend l'accroissement du trafic aérien international et la fréquentation au musée du Louvre, c'est quelque chose d'assez mécaniquement corrélé. À chaque fois que le trafic aérien international augmentait, la fréquentation du Louvre augmentait. Donc on est passé de 3 millions dans les années 90 à 5 millions, un palier. Puis on est passé à 8 millions. Il y a eu les attentats de 2001, c'est redescendu. Puis on est repassé à un autre palier de 8 millions sur 4-5 années. Puis un palier de 9 à 10 millions de visiteurs. Ces 10 millions de visiteurs, effectivement, quand on prend la structuration du public du Louvre, c'est 75% de visiteurs étrangers au Louvre, les Américains, les Chinois. On a pu voir ça au cours des années 2010. Avant, c'était plutôt les pays, les BRIC, Brésil, Russie, Inde et puis Chine. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu accompagner et une révolution qui s'est faite quand même à l'échelle des 20 dernières années. Je pense que pour un grand nombre d'établissements culturels, en particulier à Paris, cet accroissement des visiteurs est venu questionner progressivement, et c'est là où je voulais en venir, sur la notion de tourisme, et j'ai envie de dire, j'avais noté ça en introduction, que je voulais évoquer avec vous, et vous poser la question, c'est quoi le bon touriste? C'est quoi le mauvais touriste? Ça a été discuté un petit peu avant. Est-ce que le bon touriste, c'est celui qui, lorsqu'il vient dans un musée, est un amateur d'art éclairé, qui se renseigne régulièrement sur la programmation culturelle d'un établissement, connaît un petit peu son histoire de l'art appliqué, connaît, sait reconnaître, faire la différence entre un Vernet et un tableau de Chardin, ou est capable de se rendre compte que ça c'est des colonnes doriques, ça c'est des colonnes plutôt corinthiennes, etc. À côté de ça, on a ces publics internationaux qui ont une envie de France et une envie de Louvre. Le public chinois, qu'on a pu voir arriver en France, en particulier à Paris, au cours des dernières années, sa porte d'entrée, il faut se le dire, il y a bien sûr le luxe, évidemment, mais c'est la culture. C'est ce patrimoine français, connu à l'international, cette vision de Paris, cette vision de la France, qui donne envie à un touriste chinois de venir en France à un moment. Alors il va venir à Paris, par exemple, il va visiter le Louvre, Versailles, la Tour Eiffel, et il va venir voir d'abord ces monuments historiques, parce que, pour ce touriste, il y a cette profondeur historique, cette profondeur culturelle qu'il veut s'approprier, qu'il veut connaître, qu'il veut voir, avoir cette expérience physique avec un lieu, avec un endroit. Je parle souvent, Jean nous a fait visiter, Jean Blaise, je vais dire vos noms de famille à chaque fois, Jean Blaise nous a fait visiter le voyage à Nantes et ce parcours qui était vraiment un parcours, j'ai envie de dire, on en parlait tout à l'heure, quelle que soit notre appétence pour la culture, quelle que soit notre appétence ou notre connaissance d'un lieu ou d'une ville, c'est la balade, c'est la promenade. C'est ce moment où on va se perdre dans une ville et on va être surpris de découvrir. Au musée du Louvre, par exemple, le touriste chinois, pour ne parler que de lui, va venir, il va venir voir les chefs-d'œuvre, la Vénus de Milo, la Joconde, la Victoire de Samothrace, et puis à un moment, il va se perdre. C'est fini, la période où c'était des groupes de 30, 40 personnes. Dès à présent, aujourd'hui, après on va parler de la situation actuelle et des conséquences du Covid, dès aujourd'hui, il voit ses chefs-d'œuvre et ensuite il va aller se perdre dans le musée du Louvre. Il va aller se promener, il va se rendre compte qu'il y a des milliers de mètres carrés de surface muséographique, il va aller au département des Antiquités orientales, il va se perdre dans les antiquités égyptiennes. Et qu'est-ce que ça dit pour lui lorsqu'il va partir, il va quitter le musée du Louvre, il va se dire « j'ai vu le monde au musée du Louvre ». Et cette première approche d'un touriste qui, je vous donne une statistique, au musée du Louvre, en temps normal, quand on a 10 millions de visiteurs, et ça a un impact aussi sur le modèle économique, au musée du Louvre, 70% des visiteurs viennent pour la première fois au musée du Louvre. Sur ces 70%, 70% visitent un musée pour la première fois. Donc à l'échelle de 10 millions de visiteurs en temps normal, je vous laisse faire les ratios, ça fait beaucoup. 4 millions 9. 4 millions 9, merci Jean. 4 millions 9, presque 5 millions de visiteurs viennent pour la première fois visiter un musée. Donc la responsabilité du Louvre, mais de la France de manière générale, par rapport à cette notion touristique, c'est à la fois d'être accueillant, à la fois de donner des clés de compréhension, à la fois d'être à l'écoute,
dans l'hospitalité, et on revient sur des vertus touristiques. Puisque l'accueil, lorsqu'on parle de tourisme, c'est quelque chose de prépondérant. Ça fait partie de l'expérience visiteur, pour ne citer que des termes un peu plus marketing. Mais lorsqu'on relie ces deux problématiques, tourisme et culture, la France, je pense, a une valeur ajoutée extrêmement forte de ce point de vue-là. Je voudrais vous parler aussi d'une expérience professionnelle, mon expérience professionnelle dans le passé. J'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères il y a plus d'une dizaine d'années, sur tout ce qui était coopération et développement au Proche et au Moyen-Orient. C'était à la fin des années 2000 déjà. Je me souviens très bien qu'à cette époque, l'ensemble des pays du Proche-Orient avec lesquels nous travaillions étaient en train de créer leur ministère de la culture, ça existait, mais ils l'adossaient à un ministère de la valorisation du patrimoine et du tourisme. Je ne dis rien. C'était les pays, je vais les citer, l'Égypte, la Syrie, le Liban, choses sont passées depuis, la Jordanie. Mais pour eux, il y avait vraiment une cohérence, d'un point de vue intellectuel, à lier culture. Et quand on parle de patrimoine historique au Proche-Orient, je pense que là, on ne peut pas se tromper en termes de profondeur historique, que ce soit en Syrie, en Irak, en Iran, mais bon, la période est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il y avait tout de suite une réflexion de leur part sur comment vous, Français, vous êtes bons en tourisme, vous accueillez 70 à 80 millions de personnes à l'international, et en culture. Comment est-ce que eux appréhendaient les choses en les reliant? Et pour moi, ça a été quelque chose de très intéressant et très important par la suite dans ma carrière professionnelle, puisque le touriste, je reviens à cette notion, le bon ou le mauvais touriste, on est toujours le mauvais touriste ou le bon touriste de quelqu'un. On parlait de nos vacances, tout à l'heure, Charles Pépin l'a très bien expliqué. Lorsqu'on se promène, je sais pas, lui, il était en vacances à Florence? Non, à Rome. Voilà, de Rome jusqu'à en bas. De Rome jusqu'à en bas. Lorsqu'on arrive à Florence et qu'on va visiter les offices, par exemple, on prend son billet comme tout le monde. Je me considère comme connaissant un petit peu les musées, comprenant un petit peu les périodes, etc. Mais dans le regard de la personne qui m'accueille, je suis un touriste lambda. Cette opposition, très clairement, entre le mauvais et le bon touriste, pour moi en tout cas, elle n'a pas lieu d'être. Il faut être en capacité, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, pour une exposition, un musée, un établissement culturel, un centre artistique, être en capacité d'accueillir tous les publics. Et c'est ça aussi le travail qu'il faut faire sur le fond avec les personnes avec lesquelles nous travaillons, l'ensemble des acteurs du tourisme, parce que cette notion d'hospitalité, elle revient tout le temps. Une mauvaise expérience d'un touriste, quel qu'il soit, parler des clubs de golf, enfin une mauvaise expérience, elle rejaillit de manière générale, une mauvaise expérience dans un établissement culturel, rejaillit de manière générale sur l'image du pays dans lequel vous vous êtes rendu. C'est quelque chose, et c'est une responsabilité, dans un établissement culturel qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de se dire qu'on a un établissement, un lieu où on présente des œuvres d'art, où la personne va arriver, elle va voir du beau. Évidemment que quand on se promène dans un musée, on vient voir d'abord quelque chose de beau. Prenons l'exemple du musée du Louvre. Ce n'est pas un musée à la base. Ce n'est pas un musée, c'est un château fort, avec une vertu très défensive à l'époque de Philippe Auguste, autour de la forteresse médiévale, et qui avec le temps, et moi je trouve que c'est toujours une belle allégorie, avec le temps c'est ouvert. C'est devenu ensuite un palais royal, c'est ensuite devenu l'empereur qui y est passé quelque temps, et c'est ensuite devenu un musée. Lorsqu'on va au musée du Louvre, la première chose dont on se rend compte, c'est que c'est un palais, qui a des décors extraordinaires au plafond, au mur. On a d'abord construit un bâtiment pour accueillir le pouvoir, et c'est devenu ensuite un musée. C'est un véritable atout d'un point de vue touristique, ce patrimoine culturel, pour donner à voir, lorsqu'un visiteur étranger vient au Louvre, ou un visiteur français, à voir la profondeur historique de notre pays. C'est pour ça qu'on parlait de repli identitaire. Lorsqu'on parle de tourisme et qu'on est en capacité d'accueillir le monde entier en France, il faut en avoir une vraie fierté, je pense. Je ne veux pas en parler du tourisme qui reprend progressivement, et on va, je pense, dans le cadre du débat et des échanges, parler des suites du Covid, parce que tout ça est évidemment réinterrogé. Je ne sais plus qui tout à l'heure disait on ne sait pas où on va, mais on y va. C'est vous, madame, je crois. Voilà. Pardon, je vous vois avec les spots. Tout à fait.
Mais c'est une période où on se réinterroge. Je conclus là-dessus et je donne. Vous êtes parfait. J'ai le temps, je suis dans le timing, très bien. Il ne faut aucune remarque. Très bien. Par contre, on tire des leçons, et c'est pour ça que je reviens un petit peu historiquement sur cette progression par palier. Ce coup d'arrêt que le Covid a mis au tourisme de manière générale, à l'accès à la culture, a énormément réinterrogé les pratiques de tout le monde, je pense ici, mais nous aussi au musée du Louvre. On a beaucoup parlé de la révolution numérique avant le Covid, en se disant c'est ça l'avenir. Je te parlais des podcasts que j'ai pu écouter pendant les vacances sur la route en Italie. C'est formidable. C'est un incroyable outil de sensibilisation, de préparation à la visite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces outils numériques, cette révolution technologique, elle est accessible autant aux visiteurs qui est à proximité d'un lieu culturel que pour le visiteur chinois, le visiteur américain, le visiteur mexicain, qui pour préparer sa visite, avant de venir au Louvre, va écouter, visionner des vidéos présentant des espaces dans le musée, des expositions par exemple. Ça ne changera jamais, néanmoins, le contact physique. Et ça, je pense que ça se pense aussi avec une véritable stratégie touristique. Donc ma conclusion de mon introduction, c'est que tourisme et culture ne s'opposent pas, se nourrissent l'un l'autre. En France, c'est parce qu'on est en France, on débat, on s'interroge, on questionne pour le mieux, mais que dans d'autres pays, à l'international en particulier, ce modèle nous est, pas jalousé, mais en tout cas copié presque, en termes de réflexion, en termes de stratégie pour attirer les publics, pour s'appuyer, je conclurai là-dessus, sur une véritable valorisation culturelle de notre pays et des atouts de notre pays. On y reviendra peut-être un petit peu après, parce que je pense que c'est extrêmement important. Cette question du repli identitaire, c'est l'antithèse même de ce que la France et un établissement culturel comme le musée du Louvre, qui compte 9 départements, présentant donc, je disais, les antiquités orientales, l'antiquité égyptienne, des œuvres venant du monde entier, donne à voir le monde à un visiteur qui vient à Paris demain pour visiter le Louvre. Avant de passer la parole à Jean, c'est facile, ici on s'appelle tous pareil, hein, donc nos parents n'ont pas eu beaucoup d'imagination quand même. Mais une question, je sais que plusieurs fois, quand il m'arrive de conseiller des ministres du Tourisme, un des challenges quand ils sont nommés, ils me disent « avec moi, le Louvre va être ouvert tous les jours ». Et chaque fois, ils perdent. Je me rappelle encore Michel de Messine, Jean, le Louvre, ça sera ouvert avant la fin que tu parles. Il ne reste jamais très longtemps. Hein. Et alors, c'est quand même leur désespoir. Pourquoi Euro Disney est ouvert tous les jours et vous, un jour par semaine, vous n'êtes pas ouvert? Je réponds maintenant. Bah allez-y. Très bien. D'abord, avec tout le respect que j'ai pour Disneyland, la marque Disney, qui est un succès international dans le monde entier. Oui, c'est facile. C'est facile comme réponse. Théoriquement, on pourrait presque ouvrir tous les jours, mais je vais vous raconter la petite histoire. D'abord, le musée du Louvre est un musée public. C'est dans ses gènes. C'est intéressant aussi de se dire que les collections qui sont aujourd'hui au musée du Louvre étaient les collections royales avant la Révolution française, que par décret, ce sont devenues les collections nationales, accessibles au public à tout moment, au peuple. Et cette transition de trésor royal à trésor national, c'est quelque chose, en tout cas au quotidien dans notre travail, qui nous habite. Ça, c'est pour la partie conceptuelle. Pour la partie technique, effectivement, le Louvre est fermé le mardi. Et le mardi, il se passe énormément de choses, en fait. D'abord, on nettoie. Ça peut paraître prosaïque, comme ça, mais l'entretien du palais, le nettoyer, je ne vous raconte pas ce qu'on trouve parfois, mais il faut le nettoyer. C'est aussi un temps important pour les conservations, pour les départements, pour les conservateurs, pour les déplacements et les mouvements d'œuvres, qui ne peuvent pas se faire en ouverture publique. Lorsque, par exemple, une œuvre part en prêt, et ça au Louvre, sur 35 000 œuvres présentées dans les salles, il y en a à peu près 3 000 chaque année qui sont prêtées, en France ou à l'étranger, pour des expositions, pour des expositions. Et le mardi, j'ai envie de dire, on pourrait ouvrir 24 heures sur 24, mais c'est un jour de respiration essentiel pour le Louvre. C'est un jour de respiration tant d'un point de vue de l'entretien que du point de vue scientifique, que du point de vue également des accueils qu'on peut faire pour des scolaires. Ça, j'en ai pas parlé dans mon introduction, mais je voulais en parler un peu plus tard. On a une mission éducative extrêmement importante, et j'arrêterai là. Merci. Vous ne m'avez pas entièrement convaincu, mais enfin, c'est bien. Monsieur Jean, donc,
À vous la parole. Merci Jean, merci Adèle. Merci d'abord je suis très très heureux d'être là, c'est un lieu tellement expérimental, tout ce qui se passe à Nantes est tellement en avance, c'est absolument passionnant. Je voulais vous parler en quelques mots des injonctions que l'on a les uns et les autres pour être des visiteurs, des explorateurs, des voyageurs. Au XIVe siècle, il y a un personnage qui s'appelle Eustache Deschamps qui avait écrit le premier traité d'art poétique en français et qui disait quelque chose comme « Prince et manant, si tu ne seras jamais sage, courtois ou subtil, si tu ne te mets pas en voyage, ne sais rien celui qui ne va pas hors, ne sait rien celui qui ne va hors. » Et donc on comprend que la construction de l'être est organisée ou fabriquée ou encouragée par le voyage. Il est évident que là, il s'agit d'une injonction laïque, mais que dans les injonctions spirituelles, c'était la même chose. Si vous n'alliez pas à la Sainte-Baume pour voir les reliques de la Madeleine ou à Saint-Jacques-de-Compostelle pour voir celles de Saint-Jacques, votre construction spirituelle ne pouvait pas aboutir et que vous aviez intérêt à le faire si le ciel était votre projet. Et donc la transformation de soi, et je crois que ça n'a pas changé, fait partie, est améliorée et rendue possible par le voyage, et plus particulièrement par le voyage vers les grandes reliques. Et aujourd'hui, les grandes reliques, c'est évidemment la culture qui nous les offre, et nous allons voyager pour voir les grandes reliques du présent ou du passé, et ce qui a remplacé le parcours dans les cathédrales, dans les différentes chapelles des cathédrales, c'est le parcours dans les musées, bien entendu. Et lorsque nous allons voir l'une des 200 biennales d'art contemporain dans le monde, ou l'une des 200 foires d'art contemporain dans le monde, ou l'un des 40 000 monuments historiques français, ou l'un des 1200 musées de France, nous allons faire ce parcours, évidemment, qui nous améliore. Donc c'est quelque chose qui est très important de le concevoir. Alors, il y a une troisième raison qui n'est pas seulement l'amélioration d'un point de vue spirituel, pas seulement d'un point de vue laïque, mais qui est aussi que nous sommes tous des collectionneurs de photographies. Aujourd'hui, on est dans le monde, on fabrique, mes chiffres ont 4 ans, donc ça a dû changer, 12 000 milliards de photographies par an. C'est quand même beaucoup, 60% sont des photographies de bébés, mais ça en laisse quand même pas mal qui sont des photographies de voyage. Hein, donc c'est absolument considérable. Et je pense que quand on est un visiteur du Louvre, si on est parmi les 10 millions de visiteurs du Louvre, je pense qu'il y en a 7 millions qui y vont pour la première fois et qui vont voir la Joconde. Et parmi eux, il y en a probablement 4 millions qui font un selfie devant la Joconde, terme qui a été inventé vers 2014, donc qui montre une transformation de la société et de notre relation visible qui est très étrange. C'est-à-dire que l'idée d'avoir été là et de pouvoir se dire j'ai le témoignage de ma présence à tel endroit est évidemment extraordinaire. Donc, mon intention est de vous dire quelques mots sur la France, et plus particulièrement sur la France et l'organisation de notre vie culturelle, d'amateurs de culture en France, plus dans le domaine évidemment des musées et des monuments historiques que je connais mieux. Il se trouve que les visiteurs en France sont extraordinairement... Les touristes en France sont très largement des Français. On ne le sait pas, mais je crois que sur les 180 milliards que peut représenter le tourisme en France, dans ces eaux-là, tu le sais mieux que moi, Jean, évidemment, mais je suis approximatif, tu me le pardonneras, il y a une centaine de milliards qui sont ce que fabriquent, ce qu'amènent les Français eux-mêmes. Donc ils sont majoritaires dans la dépense et donc dans l'enrichissement de la collectivité. C'est assez intéressant parce qu'on sait que la moitié d'entre eux ne sont pas des touristes qui vont en bord de mer, ils vont ou à la montagne. C'est 56% qui vont dans le territoire et donc qui sont des clients formidables pour tous les musées que nous avons en France. Et c'est intéressant de se dire que 40% à peu près d'entre eux, de ces 56%, pardon, de ces échelles comme ça de valeur, il se trouve que 40% environ d'entre eux ont envie de faire des visites culturelles. Ça fait un public considérable. Alors, que se passe-t-il ? Il se passe quelque chose qui est bizarre, c'est qu'on assiste à un déséquilibre extraordinaire, un déséquilibre compliqué, et un déséquilibre auquel il faut répondre. Et ce déséquilibre, c'est l'extraordinaire congestion de l'Île-de-France. C'est très impressionnant de voir que nos grands musées sont en Île-de-France,
que le public en Île-de-France est considérable. Je sais, donc 10 millions au Louvre, on l'a dit tout à l'heure, 6 millions à Orsay à peu près, probablement 7 millions à Versailles à peu près. C'est dans ces eaux-là, en tout cas, que nous nous situons. Et que le coût, je le regardais, le coût de la culture pour un francilien, c'est 139 € par personne. Alors, c'est super. Mais combien est-ce en région? C'est 19 €. Donc il y a une différence qui est énorme. Et il y a un problème. Je considère qu'il y a un problème. Alors c'est vrai que les régions compensent autant qu'elles le peuvent. L'apport des régions à la culture, 9 milliards, 9 milliards, c'est considérable. Par rapport aux 3,5 milliards du ministère de la Culture, c'est un apport très généreux, mais qui ne compense pas ce différentiel. Donc on s'aperçoit que les Français ont envie de se balader en France et de découvrir la culture. On découvre que les villes en France sont parfois, et je ne parle pas des grandes métropoles comme Nantes, bien entendu, Bordeaux, Marseille, etc., mais je pense particulièrement aux petites villes, sont dans une situation très compliquée du point de vue de la culture. Elles ont du mal à attirer. Il est vrai, le musée des Beaux-Arts à Nantes doit faire 400 000 visiteurs, à Angers 250 000 par an, c'est considérable. Mais si vous allez au musée de Périgueux, qui est une merveille absolue, il n'y a pas beaucoup de visiteurs à Périgueux. Et pourtant, c'est un des plus beaux musées du monde pour tout ce qui est la proto-histoire, la préhistoire, l'art copte, par exemple. C'est la plus belle collection d'art copte en France, en dehors du Louvre, justement. Et donc, on se dit, il y a quelque chose à faire. Et ce quelque chose à faire, c'est probablement d'avoir la force d'organiser autour d'une ville comme ceci. Mais je pourrais parler d'Agen et de sa collection d'antiquités orientales. Je pourrais parler de, je sais pas, Saint-Malo ou La Rochelle pour la collection maritime, enfin, etc. On peut faire le tour de toutes les villes moyennes, Vesoul pour la Renaissance bourguignonne, Autun aussi pour la Renaissance bourguignonne, par exemple. Tout ça, c'est des villes qui sont des petites villes qui ont besoin d'un apport. Pour y parvenir, je ne vois pas tellement d'autres solutions que de faire un effort d'organisation du territoire avec une conjonction, et tu m'as apporté la possibilité de rebondir sur ce que tu disais, une conjonction entre ce qu'est la culture et le tourisme. Je trouve beaucoup plus naturel que le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme travaillent ensemble, soit un seul ministère au fond, que la culture et l'industrie de la communication, qui sont au fond très éloignés. Donc, je plaide pour cela et je pense que nous avons un instrument qui est fabuleux. L'instrument fabuleux que nous avons, et en parlant souvent avec des directeurs des grands musées parisiens, je sais qu'ils y sont ouverts, surtout les nouveaux, ceux qui arrivent, que ce soit au Centre Pompidou, que ce soit au Louvre, que ce soit ailleurs, même au Quai Branly. On a un potentiel extraordinaire pour renforcer ces petit territoire, et je pense qu'il faut absolument qu'on crée rapidement une dizaine d'expériences, de biotopes, de groupes pour faire en sorte que équipements culturels, collections, aménagements, animation, etc., soient renforcés dans ces petites villes qui, sans ça, vont mourir. Je prenais l'exemple de Périgueux. Périgueux, c'est intéressant, c'est 20% de chômage, un musée absolument extraordinaire, et il se trouve que la collection d'art copte du Louvre, par exemple, est fabuleuse et qu'ils ne peuvent en montrer que très peu. Il y a sûrement une collaboration qui peut naître pour des dépôts à assez long terme et faire de ça un centre sur la basse époque égyptienne et le début de la civilisation copte en Égypte. Donc cela, on peut le répéter dans beaucoup d'endroits aussi. Effectivement, je parlais d'Autun pour la Bourgogne, autour du Chancelier-Rollin, etc. Et je pense que c'est un travail qui peut être fait à condition de transformer notre conception de l'action culturelle en région et de se dire la culture, c'est une fantastique arme pour aménager le territoire et pour répartir et décongestionner le territoire. C'est quand même très pénible et très difficile de se dire qu'il y a 7 millions de personnes qui vont traverser les 700 mètres carrés de la Galerie des Glaces sans avoir le droit de s'arrêter parce que ils ne peuvent pas s'arrêter parce que c'est un train qui avance. Donc c'est très compliqué. Même, il se trouve que la réorganisation au Louvre de la Joconde permet maintenant, dans la salle des États, d'avoir la possibilité de voir ça à peu près confortablement, mais décongestionner pour
ouvrir à d'autres possibilités, créer d'autres possibilités de se perdre, créer d'autres économies. En plus, quand vous allez à Périgueux, je ne sais pas pourquoi je parle de Périgueux aujourd'hui, mais enfin c'est comme ça, eh bien, je voyais qu'à Périgueux, vous voyez, il y a une chance supplémentaire, c'est qu'il y a 70% de célibataires. Donc c'est quand même... il y a du possible, il y a du potentiel. Voilà. Donc ça vaut la peine d'explorer un petit peu. Donc je voulais avancer un petit peu dans cette direction parce qu'il me semble qu'on a un pays extraordinaire, que le déséquilibre est considérable et qu'on ne peut pas avoir 9 fois plus de possibilités dans une ville que dans le reste du territoire. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, à Paris, il va y avoir la Fondation Cartier qui triple d'espace, la Fondation Pinault qui vient d'ouvrir, la Fondation Explora qui va ouvrir, la Fondation Vuitton qui a déjà ouvert et qui se rajoute à cet équipement considérable alors qu'aucun de nous ne peut voir la totalité de l'offre culturelle parisienne, même si c'est votre métier. Donc, il y a des corrections à faire et je pense que cette solution que tu proposais, inspirée des pays arabes, est une bonne solution. Voilà, merci. Non, merci beaucoup. Et tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup plaidé pour la fusion du ministère du Tourisme et de la Culture auprès des grands chefs à plainte, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Je veux dire, ils ont une vision très séparée. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un outil. Il n'y a qu'à voir le musée Soulages, par exemple. D'un coup, comme ça a donné à ce territoire, on y va exprès. Enfin, dès qu'on voit marqué, pof. Et puis, oui, c'est très important. L'effet est très important. Très haut. C'est le plus haut de gamme sur Soulages, voilà. À un endroit. Voilà. Et à Arles, ça transforme la vie. Enfin, c'est très important. Mais bon, il faut répéter. Tu sais, c'est coup de marteau stalinien. On gagnera, enfin, nos successeurs. Bon. Jean Blaise, toi qui es au pouvoir ici, prends donc la parole, mon ami. Oui, c'est ça. Bah, tu m'as fait passer après Jean Deloisy, tu as fait exprès, parce que finalement, tu m'aimes pas trop, et tu as envie de me ridiculiser, je le sais. Bon, parce que Jean, c'est quand même... Il t'a impressionné à ce point-là? Oh, oui, mais ça fait longtemps. Bon. Ça fait longtemps. Moi, j'ai 2 grands souvenirs culturels. Un, la beauté à Avignon, 2000, c'est Jean. Et puis 2, c'est l'ouverture de Beaubourg avec les grandes expositions transversales qui mettaient en regard l'art et la vie, et la réalité et la société. Et là, j'ai compris ce que le pouvoir de l'art dont tu parlais à l'instant. Bon. Mais on va y revenir justement sur cette question de l'accessibilité. Donc, Nantes, un tout petit peu d'histoire contemporaine, mais très rapide pour comprendre comment ça s'est passé. Je reviens toujours là-dessus. Quand Jean-Marc Ayrault arrive à Nantes en 89, Nantes est une ville éteinte, qui a eu une belle histoire, qui vient de perdre ses chantiers navals, qui faisaient son identité. Le pont transborder, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, qui perd son usine Lu, qui était aussi la mémoire affective de la ville. Voilà, qui a perdu déjà, à la fin de la guerre, au moment de la guerre, une grande partie de son patrimoine architectural. Donc une ville déformée, éteinte, qui auparavant, ça c'est encore pire, voit les bras de la Loire comblés en plein centre-ville. Vous imaginez ce que ça pouvait être Nantes avec la Loire qui la traversait partout. Bon, on appelait ça la Venise de l'Ouest. Voilà. Donc 80-90, c'est une ville éteinte. Il sait que pour la transformer, la reconstruire, la relancer, il va falloir 30 ans. 40 ans, et c'est effectivement ce qui se passe, elle est en train de se reconstruire encore aujourd'hui. Et donc il va miser sur la culture pour changer l'image de la ville, au moins changer l'image de la ville, que les étudiants aient envie de venir à Nantes, que les entrepreneurs aient envie de s'installer à Nantes. Voilà, c'était ça son objectif, son idée. Et donc très vite, il va consacrer beaucoup de temps, de financement, pas tellement de financement d'ailleurs, mais beaucoup de temps à faire venir ici à Nantes les grands artistes et il me demande d'essayer de lancer un festival qui va nous montrer, qui va être médiatisé. Voilà. On fait venir Royal de Luxe. À l'époque, Royal de Luxe, c'est très important. C'est le nouveau théâtre, le théâtre de rue, que tout le monde voit, qui se voit partout. Bon. Et puis on lance un festival qui s'est appelé les Allumés EES et qui allait chercher les avant-gardes des grandes villes du monde, Barcelone, Saint-Pétersbourg, Buenos Aires, etc. Donc on se met sur la pointe des pieds, on se montre comme si on était une de ces grandes villes du monde, qu'on n'est pas du tout, quoi. Mais cette intrusion de l'art dans la ville, et c'est partout dans la ville,
pas seulement dans l'opéra ou pas seulement dans les salles d'expo, c'est la ville qui est pénétrée par la création artistique, par cette énergie incomparable. Bon. Donc ça dure pendant 6 ans. Et à Nantes, ça a des effets. Hier encore, on m'en a parlé, des allumés. Parce que tout d'un coup, c'est la ville qu'on redécouvre à travers le regard des artistes. Et c'est très, très important. Et puis après, c'est la création du lieu unique. C'est une scène nationale, mais que tout de suite, on veut différente des maisons de la culture habituelles. On ne veut pas que ce soit une maison de la culture à côté de la ville ou à côté de la vie. Et on veut que ce soit une maison de la culture ouverte tous les jours, de 11h du matin à 2h du matin, tous les jours de l'année, comme un refuge et comme un endroit qu'on peut traverser tous les jours. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier et qui dit encore toujours cette préoccupation du territoire, du terrain sur lequel on est, de la ville. Bon. Et puis, pendant qu'on dirige le lieu unique avec mes collaborateurs, qui sont en partie dans la salle, on nous propose un projet politique très fort, au beau sens du mot, qui est Estuaire. Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, Jean-Marc, maire de Nantes, sont en train de construire la grande métropole Nantes-Saint-Nazaire. Et ils nous demandent un événement culturel, comme quoi la culture revient toujours aux moments les plus importants, pour marquer cette appartenance, cet ensemble. Et on crée Estuaire, je vais vite, on crée Estuaire, où là, tout simplement, on se dit que ce qui relie bien évidemment les deux villes, on a toujours été simple dans notre équipe. C'est-à-dire qu'on regarde les choses d'une façon simple, très pragmatique. Eh bien, c'est l'estuaire. Donc, c'est sur ce territoire qu'il va nous falloir intervenir. Et on demande à de grands artistes internationaux, mais aussi qui vivent ici ou en France, de venir interpréter ce territoire. Et ça, c'est très important pour nous. L'in situ. C'est-à-dire quand l'artiste intervient, quand on fait venir un artiste, on ne le fait pas venir pour poser son œuvre comme des pots de fleurs devant une façade, pour la décorer. On repère d'abord le territoire, le lieu, le site, et on essaye tous ensemble de penser à l'artiste qui pourra le mieux répondre à la situation donnée. Voilà. Et on fait venir Kawamata, Daniel Buren, voilà, qui vont créer des œuvres in situ. Et ça va être très très important pour révéler la singularité et la particularité de notre territoire. Et il se trouve que quand on crée Estuaire en 2007, le château des Ducs de Bretagne, qui est le monument de la ville, avec la cathédrale, a été restauré, rénové, que toutes les collections de ce château absolument magnifique sont mises en avant d'une autre façon. En 2007, les transfuges de Royal Deluxe créent les machines. Cet éléphant qui est devenu l'emblème de la ville quasiment, qui se balade dans la ville, c'est-à-dire quelque chose, une attraction, entre guillemets, mais très vivante et très artistique et très poétique. Bon. Et puis Estuaire, dont je vous parlais à l'instant, et là on voit arriver des touristes nouveaux. Le tourisme d'affaires existait à Nantes grâce à ça, vous y êtes. Bon. Le tourisme d'agrément existait très peu. Là on voit arriver des touristes. Et on se rend compte que c'est la création artistique, c'est la culture qui les attire. Bon. 2009, deuxième édition d'Estuaire, et 2010, Jean-Marc Ayrault réfléchit et se dit qu'il va falloir vraiment commencer à exploiter cette manne, qui est importante. Et là, il me demande de créer une structure qui allie à la fois la création artistique et le tourisme. Et donc, nous, on l'a fait, ce ministère de la Culture et du Tourisme, et c'est le voyage à Nantes. Et notre préoccupation, c'est toujours de faire découvrir la ville d'une façon accessible, totalement accessible et sensible. Et on va continuer à travailler sur la ville avec des artistes in situ, auxquels on pense pour, encore une fois, interpréter la ville. Et en 10 ans,
on a vraiment fait progresser le tourisme d'agrément. Aurélie le dira peut-être tout à l'heure dans sa capsulette. Bon. Et ce tourisme, il est aussi très important pour les Nantais. Alors évidemment, il est important pour les partenaires touristiques de la ville, pour les commerces, pour les hôtels, pour les restaurants, bien évidemment, mais il est aussi important pour la vie à Nantes. Et c'est vrai que quand on se rappelle Nantes au mois de juillet et août, il y a 30 ans, et ce que c'est devenu aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. Le tourisme a introduit la vie dans la ville. Et on a tout fait aussi pour essayer d'éviter les concentrations dont on parlait tout à l'heure avec ce parcours. Cette ligne verte qui s'est allongée d'année en année, avec cette idée que, certes, on allait découvrir des œuvres, mais à travers elles, c'est la ville et sa vie qu'on ressentait, qu'on découvrait, sa singularité. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, la question qu'on se pose, nous, aujourd'hui, c'est et jusqu'où on va ? Jusqu'à quand on va créer des œuvres pérennes dans la ville ? Quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on transforme ? Et on est en train de se dire, aujourd'hui, mais justement, pour être vertueux, il faut absolument changer les flux. Il faut que ces touristes qui viennent l'été puissent venir aussi toute l'année et que ça se répartisse sur toute l'année. Et on est en train de penser au voyage permanent. Bon. Et puis en même temps qu'on pense au voyage permanent, on se dit donc ce qui est important, c'est les œuvres pérennes, puisque chaque année, on crée des œuvres pérennes, mais surtout des œuvres éphémères. À la fin de l'été, voilà, elles disparaissent. Donc on se dit, bien, il faut construire des œuvres pérennes. Mais les œuvres pérennes coûtent plus cher que les œuvres éphémères. Donc on en aura peu par an, peut-être 1, 2 par an. Ça veut dire que ce voyage permanent, si on ne fait plus l'événement, qui quand même nous médiatise, qui quand même nous montre, et qui fait venir les flux touristiques, si on ne fait plus l'événement, eh bien les Nantais n'auront plus d'événements, n'auront plus de surprises, n'auront plus cette fête. On rencontre des Nantais dans la rue qui nous disent c'est bien parce que chaque année on se demande ce que vous allez encore nous faire, quoi. Bon. Et si on n'a plus les Nantais avec nous, si on ne les réjouit plus, là le tourisme peut commencer à poser des problèmes. On l'a vu tout au long du débat hier. Donc c'est sans cesse paradoxal. Sans cesse. Voilà. Le voyage permanent, c'est la continuité, c'est la durabilité, mais en même temps, c'est la perte de la fête peut-être, la perte de l'événement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce colloque ces 2 jours. On se pose réellement sans cesse des questions, et quand on trouve une solution, on se rend compte qu'il y a un paradoxe et qu'il va falloir essayer de résoudre ce paradoxe. Est-ce que vous travaillez avec les autres villes ? Géographiquement, est-ce que vous élargissez à Rennes, à La Rochelle ? Est-ce que vous avez une vision plus large ? Parce que vous êtes très sur Nantes, en fait. Mais on a une vision. M'en doute de une vision. Non, parce que pour l'instant, on travaille sur Nantes, mais on travaille aussi sur le vignoble, on travaille aussi sur l'estuaire, on commence à travailler sur l'Erdre, on travaille sur la Loire à vélo, sur la Loire amont. Donc notre territoire, il est très important. Et travailler bien sur un territoire aussi important, c'est dur. Et de recommencer tous les ans, c'est dur. Alors évidemment, on a des relations avec les autres villes. On a des relations bien évidemment avec la Bretagne. On a créé un parcours qui s'appelle « Traversée moderne d'un vieux pays ». On avait créé ce parcours pour les Chinois. Bon. Mais comme les Chinois ne viennent plus, il faut le transformer. C'était de Nantes au Mont-Saint-Michel, en traversant la Bretagne. Pourquoi ? Parce que quand Xavier, qui a préparé ce colloque, et que je salue et que je remercie, et je ne sais pas s'il est là, mais j'en ai pas parlé.
Xavier Terré, donc, il passait sa vie dans les avions pour aller en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, etc. Et puis tout s'est arrêté. Bon. Et je lui ai demandé de préparer ce colloque, voilà, ce qu'il a fait en 1 an et d'une façon magistrale. Bon. Donc on était obligé, parce que plus on s'éloigne de Nantes et moins on nous connaît, en Chine, personne n'avait jamais entendu parler de Nantes. Bon. Donc c'est le Mont Saint-Michel. Donc on s'est accroché à une icône touristique pour les faire atterrir à Nantes avec cette idée que de Nantes, on allait traverser la Bretagne jusqu'au Mont Saint-Michel. Voilà. Donc on a quand même des relations avec tous ces territoires que nous envisageons, que nous traversons. Et on est en train de transformer cette traversée moderne d'un vieux pays en parcours à vélo. Donc ce qui n'a plus rien à voir. Merci Jean. Et qui est très vertueux. Merci beaucoup. Vous voulez réagir ? Un petit mot, ce qui est plutôt une observation, mais est-ce que c'est irrecevable de dire que Nantes a eu la chance non seulement de t'avoir, mais aussi d'avoir un patrimoine qui était relativement restreint par rapport à sa population, et que les problèmes que rencontre Bruges, par exemple, sont d'une toute autre ordre, ce qui t'a permis, je pense, de construire la pensée poétique de Nantes dans laquelle nous vivons aujourd'hui à partir de la population et pour elle, d'une certaine façon. Et c'est assez difficilement transposable. D'autre part, il y a un instrument que tu as utilisé largement et dont je n'ai pas parlé moi tout à l'heure et qui ne concerne moins évidemment le Louvre et des grands établissements de ce genre-là, c'est l'art public. L'art public est un outil extraordinaire et donc est-ce que c'est le bon outil ? Et l'autre chose, est-ce que c'est un outil qui se développe ou que tu développes, alors toi non, mais que l'on pourrait développer au détriment des musées ? Par exemple, ça c'est une question aussi. Et puis la dernière observation que je voulais faire, c'est tu dis mais il faudrait peut-être s'arrêter. En même temps, si on va aujourd'hui à Venise, c'est parce que Venise ne s'est jamais arrêtée. C'est sûr. Mais quand je dis il faudrait peut-être s'arrêter, je ne le pense pas 2 secondes. Hein, Merci. Mais c'est vrai que l'art dans l'espace public, c'est extraordinaire, c'est très 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 important. Tout ce qu'on crée chaque année dans l'espace public, c'est bien évidemment regardé par les Nantais. Et je vous le disais tout à l'heure, les Nantais nous disent mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire cette année ? Bon, avec un petit sourire. L'art public touche tout le monde. C'est obligatoire. Ça, tu peux pas y échapper. Parfois même, tu essaies d'y échapper. Une fois, on avait une installation de Leandro Harley sur la place du Bouffay, qui était très bizarre. C'était une échelle de déménagement qui aboutissait à une maison complètement fracassée. Bon, une installation très forte sur la place du Bouffay. Et donc, j'observais, comme je le fais assez souvent, je m'étais mis dans un coin et je regardais les gens agir avec cette installation. Bon. Eh bien, je voyais sortir des gens du tramway qui faisaient semblant de ne pas la voir. Parce que peut-être qu'ils se disaient, comme il y avait des médiateurs, ils vont peut-être m'arrêter pour me demander ce que j'en pense. Voilà, qui se sentaient tellement exclus de ce monde-là, absurde, surréaliste, mais absurde, qu'ils faisaient semblant de ne pas la voir. Donc on a un chemin incroyable à faire, mais vraiment incroyable. Mais quand même, malgré cette anecdote, l'art dans l'espace public, eh bien, c'est effectivement la rencontre avec tout le monde. Et puis c'est tout. Et puis vous savez qu'on a des médiateurs devant les œuvres nouvelles, devant certaines œuvres, pour répondre aux questions de ceux qui ne fréquentent pas les musées ou les écoles d'art. Un petit mot très rapidement. C'est vrai que Jean, tu as évoqué plein de choses. Comme j'ai bien aimé la formule. Le tourisme a apporté de la vie dans la ville. Ce tourisme d'agrément qui arrivait progressivement, c'est un effet collatéral, j'ai envie de dire, on devient un lieu de destination. Et c'est très lié à ce que tu disais, Jean, sur Périgueux. J'y reviens parce qu'on parlait de tourisme et de politique culturelle. Tu l'as redit, Jean, il faut une volonté politique à un moment aussi, pour redynamiser un territoire. C'est pas seulement importer un modèle extérieur. Je voudrais parler du Louvre-Lens, par exemple. À un moment, on a cette expérience, nous, au Louvre, qui est très liée à ce que tu disais. À Paris, il y a une forte concentration, des phénomènes de concentration, une forte concentration d'événements, de projets culturels qui est lié à l'histoire de notre pays. Ce modèle centralisateur, ce poids économique qui se fait. Et il faut être en capacité, et je pense qu'à Nantes, c'est un exemple, moi j'ai aussi l'exemple du Louvre-Lens, de permettre à des territoires de se redynamiser en se fondant sur
leurs propres atouts. Je prends l'exemple de Lens, parce que j'y ai beaucoup travaillé quand ça a été une volonté dans les années 2000, c'était Jean-Jacques Ayagon qui souhaitait que les musées parisiens puissent s'exporter, entre guillemets, ouvrir des antennes en région. Ça a été fait avec Pompidou-Metz, ça a été fait avec le Louvre à Lens. Mais on n'a pas importé le modèle Louvre, comme on a pu le faire à Abu Dhabi, à Lens, en se disant voilà, le Louvre c'est ça, voilà ce qui va se passer. Lens, c'est une ville qui a énormément souffert économiquement, qui a énormément souffert pendant la guerre, qui avait besoin de confiance en soi, qui avait besoin de retravailler son projet de territoire, si je puis dire, et qui avait un bassin quand même touristique très large. On se dit, tiens, Lens, vers qui vont-ils pouvoir se tourner? Aujourd'hui, pour conclure là-dessus, ce sont les publics belges et néerlandais, puisque le musée du Louvre-Lens propose des textes en français, en anglais et en flamand, qui permettent ensuite aujourd'hui à un public étranger de venir au Louvre-Lens et de s'appuyer sur la fierté d'un territoire qui retrouve justement, ça on pourra peut-être en parler un petit peu après, quand on parle de tourisme et de politique culturelle, les impacts économiques qui peuvent redynamiser et permettre justement à un établissement ou à une ville de redynamiser économiquement un territoire. Non, parce que c'est des sujets quand même très importants, parce que la démocratisation culturelle, quelque part, elle est un peu calée, quoi. Je veux dire, le boulot qu'on a fait depuis la guerre, il est important, mais quelque part, ça progresse plus vraiment. Alors, cette année, il y a l'histoire des 300 € de bouquins. Moi qui suis éditeur, c'est bon pour nous. Ils achètent moitié des mangas, mais les autres, c'est pas... Et puis, après tout, ils achètent des mangas, c'est leur problème. Mais c'est quand même un vrai sujet, je trouve. Alors, c'est vrai, tu l'as très bien dit, il y a une dimension très territoriale. Il y a une telle concentration sur Paris qu'effectivement, il y a plein d'endroits où on doit... Mais l'art de rue, c'est quand même génial, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ne rentreront jamais dans un musée. Le pire, c'est les galeries de peinture privées, quoi. Tu ne te sens pas, il y a une fille derrière un ordinateur, là, tu te demandes si elle va te demander si tu vas acheter quelque chose, quoi. Donc, tu n'y vas pas. Mais même, il y a plein de Français qui ne rentrent jamais dans les librairies. Ils peuvent acheter des livres dans les supermarchés, éventuellement. Mais ils iront jamais... Ils considèrent qu'une librairie, c'est un truc pour l'élite sociale. On a un vrai problème, je trouve, de démocratisation, qui, au fond, fait qu'on a mis beaucoup d'argent, j'allais dire, pour nous. C'est-à-dire pour la partie qui fait des études supérieures, etc., qui sont des gros consommateurs de culture, et c'est génial. Mais il faut qu'on remette la question de comment on surprend les autres, ceux qui normalement n'y rentrent pas, quoi. Et je trouve que, alors le livre, on a essayé avec le numérique, au fond ça ne change rien, parce que c'est ceux qui voyagent qui consomment, ce n'est pas un outil vrai, enfin pas en France, aux États-Unis, c'est un peu différent. Et donc sur toutes ces questions, je crois qu'il faut qu'on rediscute de la démocratisation sans se gargariser. Est-ce qu'à Avignon, il faut des théâtres alors qu'il y a le festival ? Prendre ça, il y a un énorme budget, il y a 40% des gens qui vont au festival. Est-ce que ça vaut le coup de financer des théâtres toute l'année? C'est ce que tu disais sur le théâtre de rue. On a rentré tout ça au 19e, on a construit les théâtres, on a construit les musées, c'est des bâtiments de la ville, c'est des symboles de la République. Mais à un moment, les symboles de la République, est-ce qu'on les rencontre au coin de la rue, quoi? Je crois qu'il y a un vrai sujet, parce qu'on est un peu calé là-dessus quand même. Et du coup, il y a plein de milieux qui, au fond, n'y accèdent pas. Alors après, on se paye leur tête en disant oui, ils regardent des émissions débiles à la télé. D'abord, c'est pas entièrement vrai, parce que les émissions de télé, moi je trouve qu'Arte, je trouve que la 5, c'est des télés. Il y a une émission Arte, à la 5, tu fais 1 million de téléspectateurs. Des fois, pendant la pandémie, on est monté à 2 millions, par exemple, des émissions que c'est politique ou c'est dans l'air. Comme éducation populaire, on n'a jamais fait des trucs aussi énormes. Mais il me semble qu'il y a un vrai débat à réinventer la démocratisation. Alors, le territoire, je pense, c'est une bonne enjeu, mais le fait que ça ne soit pas dans des bâtiments, ça ne soit pas dans des endroits où il faut faire l'effort d'entrée. C'est même pas une question d'argent. C'est pas ça, c'est la symbolique. Est-ce que j'ai la gueule à entrer dans un musée? Vas-y, pardon. Oui, juste pour rebondir, et puis ça permettra aussi les échanges que j'aimerais qu'on puisse tenir, qu'on ait avec la salle. Ça pose deux questions pour l'avenir. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette période Covid comme conclusion et comme perspective, comme problème à relever. Moi, il y a deux choses, et c'est dans la droite ligne de ce que vous disiez. Un, cette période de Covid, il y a une fracture culturelle qui s'est vraiment créée. Évidemment, le numérique est venu compenser. Mais j'ai envie de dire que ceux qui étaient le plus éloignés de la culture sont encore plus éloignés aujourd'hui. Vous parliez de fréquentation des musées. L'année dernière, en période normale, j'ai le chiffre justement, 70% des Français ne sont pas allés au musée. Donc, il y a 30% seulement de Français qui y sont allés. C'est un chiffre très important. Mais tout le travail qui a été fait, heureusement, permet à ces 30% d'y aller. Il faut réinventer, repenser la manière de faire. Mais ce que je constate, et ce qu'on constate, c'est que, et c'est des questions et c'est des solutions qu'il faudra trouver collectivement, cette crise Covid a encore amplifié les fractures culturelles. Et se pose la question, dans des périodes comme celle-ci, et quand on parle de politique culturelle et de tourisme, c'est important, comment est-ce qu'on retravaille collectivement un projet, une histoire qui raconte la société, qui raconte aussi la cohésion nationale. On se rend compte que tout est en train de s'éparpiller. Les lieux de culture
en dur, mais également, comme ce que disait Jean Blaise, la culture dans la rue, l'art dans la rue, recrée et permet, et c'est peut-être la perspective qu'il faut se donner. Le deuxième point, c'était sur l'écologie, dans les challenges à venir, parce que tourisme et politique culturelle, dans notre époque, si on n'en parle pas, c'est qu'on est à côté du sujet. Comment est-ce que l'on, en écho avec la table ronde précédente, vertu politique, tourisme vertueux, comment est-ce qu'on pense l'écologie aujourd'hui dans le domaine de l'art, dans le domaine des musées, dans le domaine des établissements culturels? Je donne un exemple tout concret, j'arrêterai là. Est-ce qu'au moment du Covid, au tout début, on disait c'est fini les expos temporaires, je ne sais pas si tu t'en souviens, il faut revoir le modèle, on ne voyagera plus. Qu'est-ce qui est le plus écologique? Est-ce qu'1 million de visiteurs qui viennent au Louvre voir Léonard de Vinci, des œuvres qui viennent, faisons le bilan carbone de cette expo, ou est-ce que ce million de visiteurs qui va dans chaque ville voir l'œuvre, les œuvres in situ, le bilan carbone, c'est une question qui se pose. Toutes ces questions, il faudra se les poser à l'avenir. Oui, puis il y a toute la question de l'accès à la culture numérique, parce que les jeunes sont extraordinairement dans la culture numérique. Or, les élites culturelles ont déjà méprisé la télévision, et ils méprisent ce monde-là. Donc il y a aussi que les élites culturelles considèrent que ça, c'est pas pour eux. Donc il y a un vrai problème aussi à l'intérieur du monde de la culture lui-même. Bon, la salle, s'il vous plaît, vous nous donnez la lumière, et qu'on voit les bras du peuple se lever. Nous avons 25 minutes. Nous vous les livrons. Ça peut être Jean Blaise, avec tout ce qu'il a fait ici, tout ça. On l'aime bien, Jean Blaise, quand même. Hein. les dames à micro, parce que c'est évidemment des dames, excusez-moi. Là-bas, allez-y. Oui, Jacques Deval, architecte. Voyant que le voyage à Nantes a des perspectives et des horizons culturels et touristiques assez importants, je me demandais si ce n'était pas le bon moment pour s'intéresser à l'essence même du voyage à Nantes, c'est-à-dire le travail qui a été fait avec les artistes, et de revenir sur les œuvres qui, c'est vrai, les artistes ont interprété le territoire, mais par contre, ils ont créé un vrai paysage qui était... Moi, je ne suis pas nantais, je suis parisien, et j'ai connu et rencontré le paysage grâce à ces artistes. Donc je trouve qu'on n'en parle pas assez, et on n'en parle pas assez du travail de projet de ces artistes. Alors c'est parce qu'on en parle mal, parce que pour nous c'est l'évidence, hein, je le disais tout à l'heure. Quand on voit par exemple, même sur une œuvre éphémère comme Le naufrage de Neptune de Hugo Schiavi, sur la place royale, en soi l'œuvre est magnifique, étonnante, réjouissante, extraordinaire, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que bien évidemment on en fait le tour, hein, et en faisant le tour, on voit toute l'architecture de la place royale qu'on ne regarde plus en passant quand on est nantais, hein, voire même quand on est visiteur. Donc cette œuvre-là nous fait redécouvrir notre propre ville. De même que l'anneau sur la place Gralin, hein, qui prend toute la place, hein, qui est exagéré. Cet anneau, il est exagéré, il abuse, quoi. Hein. Eh bien, quand on passe place Gralin, hein, on la revoit complètement. Hein, et c'est la force, et c'est vraiment ça la force de l'art. Hein, c'est qu'il nous donne à revoir une réalité avec la poésie de la transformation, du changement, du renouveau. Bon, c'est ça que nous essayons de faire avec le voyage à Nantes. Et l'architecture, on est en train de travailler avec l'équipe sur comment est-ce qu'on peut montrer aussi l'architecture dans notre parcours. Je veux dire un petit mot parce que cette question de l'art public m'intéresse parce c'est très bizarre ce qui se passe à Nantes. L'art public a comme particularité d'être soit mauvais, la Statue de la Liberté par exemple, c'est moche. Hein, c'est fait par un mauvais artiste, c'est moche, etc., mais assez bien accepté. Soit bon et refusé. Hein, le title art de Richard Serra, je ne sais pas si celles sont bonnes, mais en tout cas les tulipes de Jeff Koons. La semaine prochaine, on inaugure le monument à Johnny Hallyday de Bertrand Lavie à Paris. C'est déjà un scandale. Donc,
Et ici, ça marche. Les œuvres sont acceptées, elles sont éphémères, parfois elles sont durables, elles sont aimées, elles font partie du paysage. Et il y a donc une méthode qui n'est pas la même. Pourquoi est-ce que l'hommage à Johnny Hallyday que va ouvrir Bertrand Lavier dans une semaine fait déjà scandale, alors que c'est plutôt marrant et bien, et que je pense présenter à Nantes, ça aurait été peut-être efficace, bien qu'un peu moins opportun. Mais et pourquoi ici ça marche? Voilà. Bonne question. Ici, on fera un monument à Triane, mais dans longtemps, hein, parce qu'ils sont toujours là. Mondo, non pas quand même. Allez-y, le micro, comme je ne vous vois pas, celui qui a le micro parle. Olivier Dardier de Somewhere to Meet. J'ai une question pour Jean Blaise. Jean Blaise, tu as su sublimer notre destination avec le voyage à Nantes, et avec toi et ton équipe, déjà, il faut vraiment vous féliciter. Donc j'en profite d'avoir le micro pour ça. Mais est-ce qu'à un moment, le voyage à Nantes dans le futur, puisqu'on est dans le tourisme du futur, tu projettes voyage à Nantes demain dans une continuité, ou est-ce qu'à un moment, tu fais une remise en question totale de la stratégie de voyage à Nantes dans le contexte d'une clientèle plus locale, nationale, dans le contexte de décarbonisation, dans une stratégie qu'il y a eu avant d'aller chercher l'Asie, d'aller chercher l'Amérique du Nord et autres? Est-ce qu'à un moment, il y a un nouveau cycle avec une stratégie vraiment différente, ou tu penses qu'on va sur la continuité? Le changement dans la continuité, c'était Giscard, non? Oui, tout à fait, oui. Il va faire de la Mais politique. je pense que ça doit être ça. C'est comment dire, on se pose toujours la question du changement. Comment on fait? Parfois, on se dit, oh là là, ça traîne un peu. Bon, cette année, par exemple, on est resté dans un périmètre convenu, hein, le centre. Bon, et on a ressenti, mon équipe et moi-même, une envie d'un peu d'aventure, quoi. Bon, voilà. L'année prochaine, sans doute, hein, c'est même sûr, on va aller dans d'autres lieux que nous n'avons jamais explorés, hein, et qui vont encore agrandir cette ligne verte, hein. On n'a jamais fini. Mais cette année, on a travaillé sur une œuvre totalement nouvelle, le parfum. C'est-à-dire, considérant ce que je vous disais tout à l'heure, que cette ville est sensible comme une personne, hein, considère la ville comme une personne. Eh bien, on s'est dit, ça fait longtemps que j'en avais très très envie, cette ville a un parfum aussi sans doute. Quand on vient de l'extérieur, on le ressent. Même si un parfum, c'est très subjectif aussi, hein, c'est mental. Bon. Et on a lancé cette opération parfum, c'est-à-dire qu'on a rencontré, on est allé à Grasse, on a eu la chance de croiser le maire de Grasse qui venait voir le voyage à Nantes 3 ans avant. Il nous a invités là-bas, on est allé là-bas, on a rencontré une entreprise qui fabrique des parfums, on a commencé à s'intéresser à ce monde extraordinaire et qui intéresse tout le monde, qui vous intéresse tous là. Bon. Et donc, on a décidé, on a sélectionné 3 parfums à l'aveugle que nous a envoyé cette entreprise qui s'appelle Arrêt Parfum. Et ces trois parfumeurs, on les appelle aussi des nez, hein, ou des parfumeurs, on les a fait venir à Nantes, on les a baladés partout sa vie, hein, et ils sont repartis. Hein, donc ils ont vu le marché, ils ont vu la Loire, etc. Bon, ils sont repartis et nous ont renvoyé leur parfum de Nantes. Bon. Et ces trois parfums, dans une scénographie absolument superbe de Polièdre, qui sont des créateurs nantais, au château des Ducs de Bretagne, on les a fait respirer à 30 000 Nantais. 30 000. Peut-être que c'est plus au niveau du centre-ville que les dernières élections régionales. Non. Donc, 30 000 Nantais sont venus sentir ces parfums et ont sélectionné leur préféré. Et ça y est, maintenant on sait lequel c'est. C'était le parfum numéro 1, Bertrand du Chauffour, que nous allons fabriquer. Et à la mi-novembre, eh bien, nous allons vendre ce parfum pour les fêtes de Noël à un prix de 45 €, c'est-à-dire la moitié d'un prix de ce parfum normal. Hein. Normalement, ce parfum vaut 100 €. On le vend à 45 €.
C'est-à-dire qu'on veut juste équilibrer notre budget parce qu'on considère que c'est une opération d'intérêt général, en quelque sorte, pour la ville, pour l'image de la ville. Bon. Donc là, on s'est renouvelé sur cette opération-là d'une façon très forte. Hein. Et ce que je souhaite, c'est qu'on continue à chercher, hein, et à tenter. Hein. Ce qui est extraordinaire à Nantes, hein, c'est que, justement, le politique nous permet de faire ça. Parce que ce sont quand même des opérations à risque. Imaginez qu'il y ait 80 personnes qui soient venues sentir le parfum, quoi. C'est des dépenses, c'est des paris sur ce qui va se passer après. C'est du budget, c'est considérable. Ici, depuis 89 et toujours aujourd'hui, mon président est assis là, Fabrice Roussel, toujours aujourd'hui, on est encouragé à travailler comme on le fait, à chercher, hein, et à transformer. Bon. Et ça, c'est fondamental, parce que souvent on me demande « mais pourquoi d'autres villes ne font pas comme toi ?» Mais peut-être que 25 villes sont venues voir ce qu'on faisait ici depuis 10 ans. Hein. Et pour l'instant, aucune n'a tenté de faire la même chose, parce que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement risqué. Quand tu disais tout à l'heure, Jean, il disait oh, oui, ici, il n'y a pas de problème. Si, il y a des problèmes. Hein. La pisseuse d'Alsace, l'année dernière, dans la fontaine de la place Royale, ça a créé des problèmes. Hein. Il a fallu qu'on la gardienne. Bon, voilà. Mais tout le monde a accepté, oui, de jouer ce jeu. Et aujourd'hui, je crois, je termine, hein, qu'on a acquis, ici, dans cette ville, oui, une certaine tolérance à l'art. Oui, peut-être. Quelque chose. Salle. Jean Blaise, bonjour. Tout à l'heure, vous parliez d'une œuvre sur la place Bouffay, d'une maison avec une échelle, et vous disiez que vous avez du chemin à faire pour essayer de toucher les gens de manière plus culturelle. Comment est-ce que vous comptiez faire ? On fait ce qu'on fait justement pour ça, hein, c'est-à-dire, mais ce que je voulais montrer, c'est que on part de loin. L'accessibilité à l'art, elle est très peu travaillée au niveau des lycées, au niveau des collèges. Elle l'est, hein, il ne faut pas exagérer. Moi, je connais des profs qui sont remarquables pour ça. Bon. Mais comme si, après la fin des études, on abandonnait ça. Bon. Il y a cette question-là. Et je pense véritablement qu'à travers l'art dans l'espace public, on peut petit à petit, hein, sensibiliser. Hein. Et c'est pour ça qu'on poste des médiateurs devant les œuvres. Certains pensent que les médiateurs, ça fait scolaire, quoi. Hein, et ça, peut-être, retire un peu de poésie à l'œuvre. Je le pense aussi. Mais c'est mieux. On préfère avoir des médiateurs qui donnent un aspect un peu pédagogique à notre démarche, qui nous permet quand même d'avancer sur ce plan, sur ce chemin. Question ? Oui, bonjour. Allez-y. Je suis là, juste devant vous. Je me permets du coup parce qu'en fait, tourisme et politique culturelle, c'était pour savoir si on était plus du côté culturel, lieu culturel, où il y a quand même une notion économique aussi, hein, et depuis le début de la journée, les tables rondes sont intéressantes, même celles d'avant. J'entends le côté... il y a beaucoup de citations, en fait, de l'histoire de la France, d'écrits français, du passé, de tout ça. C'est quelque chose qui est très ancré en France. On a vraiment ce côté patrimonial, on est attaché. Mais est-ce que la politique culturelle, c'est pas justement aussi l'ouverture réellement à la culture de l'autre ? On parlait tout à l'heure du voyageur, ok ? On va aller chercher, se sortir donc de ce que j'ai compris, son identité, pour aller chercher autre chose ailleurs. Mais est-ce que réellement, on parlait d'hospitalité, quand on accueille l'autre, on est aussi ouvert à la culture de l'autre. C'est-à-dire que dans les formations de tourisme, de culture, on apprend le marketing touristique, le commerce international, mais est-ce que, enfin je ne crois pas, parce que dans mes années, je ne sais pas où commencer aujourd'hui, mais on n'apprend pas en fait à connaître l'autre. On parlait d'accueillir les publics asiatiques, donc je vais me centrer là-dessus parce que c'est ce que je connais le plus, je ne connais pas les autres. Mais est-ce qu'on connaît vraiment la différence entre un touriste chinois, un touriste japonais, un touriste indien ? Est-ce qu'on sait réellement les accueillir ?
Est-ce que on va demander sur un poste de savoir parler chinois ou de connaître la culture chinoise? Est-ce que du coup accueillir ce touriste, c'est pas aussi le connaître d'abord réellement? Et est-ce que du coup le tourisme de demain, la politique culturelle, ça peut pas être un juste milieu aussi entre faire vivre nos lieux culturels patrimoniaux, mais aussi être capable vraiment d'accueillir le touriste comme il est, et comment on lie ce côté humain au côté économique du tourisme? Oui, quelques mots. Effectivement, quand on parle de politique culturelle, je l'ai abordé rapidement, mais je ne suis pas rentré dans le détail. Sur les retombées économiques, premièrement, effectivement, c'est un point extrêmement important. Je vous donne quelques éléments chiffrés sur le Louvre. On a un budget de 200 millions d'euros à peu près, 220, 30 millions d'euros d'investissement à peu près chaque année. C'est là où vous allez voir où je veux en venir. La billetterie en temps normal, c'est 90 millions d'euros, dont 75% de visiteurs étrangers. Il y a la subvention de l'État et ensuite tout ce qui est lié au mécénat, concession. Donc ce qui est très important à avoir à l'esprit, et vous allez voir où je veux en venir, c'est que ce tourisme international, ces visiteurs étrangers, en grande partie, permettent d'investir et d'entretenir le patrimoine, d'entretenir ce domaine du Palais du Louvre, de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a les Tuileries également, c'est extrêmement cher, mais ça permet vraiment d'entretenir et de créer ce cercle vertueux qui permet ensuite de réallouer cette manne financière qui est vraiment réinvestie pour l'investissement. S'agissant des visiteurs étrangers, puisque c'est là où on en parlait tout à l'heure, cette accélération dans les 20 dernières années a été très forte. Oui, il faut travailler en amont avec les publics et avec notre personnel pour accueillir ces visiteurs. Et pour vous répondre très concrètement, lorsque progressivement on a vu certaines années le public russe arriver de manière très forte, le public brésilien, le public chinois, le travail qu'on a mené, c'est pas seulement d'être le Louvre et d'accueillir, aller voir la Joconde, c'est par là, la Samothrace, voilà le parcours chef-d'œuvre. Non, on a travaillé en amont avec le consulat de Chine à Paris, avec l'ambassade, parce que c'est très important de pouvoir comprendre les attentes de ces visiteurs pour pouvoir adapter, non pas de manière monolithique, l'accueil des publics, parce que sinon on sort complètement de l'hospitalité. L'hospitalité, effectivement, c'est de se dire quelle est la personne qui vient nous visiter, pourquoi elle vient visiter. C'est pour ça que je vous disais, c'est une chance pour la France, je ne parle pas seulement du Louvre ou de Paris, mais le patrimoine français est une chance que beaucoup de pays nous envient et qu'il nous faut valoriser. Et évidemment, ça passe, tu le disais tout à l'heure Jean, cet accueil des publics de tourisme d'agrément à un moment, qui est-il ? Qu'est-ce qu'il vient chercher ? Il a entendu parler de Nantes d'une certaine manière. Ce travail, il faut le faire de manière très fine, parce que de toute façon, sinon, cette notion d'hospitalité, vous passez à côté, et le public vous le fait bien sentir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi, pas je rajouterais une chose, c'est que on investit extrêmement peu en connaissances sur ces sujets, et notamment sur le tourisme. Je veux dire, il n'y a aucun grand laboratoire de recherche. Et si vous voulez, alors que ça représente, ne fût-ce que d'un point de vue économique, c'est 10% de l'activité. Et en fait, on sait peu de choses. Et je disais hier qu'à Bruxelles, on avait un moment, j'étais auprès du commissaire européen, chaque pays avait envoyé quelqu'un, j'étais le seul universitaire. Les autres pays, c'était que des techniciens, spécialistes de l'accueil, spécialistes de... Je dis que c'est des métiers importants. Ça veut dire qu'on déplace 1,5 milliard de gens, et dans les pays, nous, beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup plus de touristes nationaux qu'internationaux, on les connaît mal, on les observe mal, on réfléchit peu là-dessus, et les entreprises n'ont pas de R&D. Le tourisme, c'est plein de petites entreprises. Et donc, effectivement, du coup, on prenait le Club Med, j'ai conseillé le président du Club Med, il n'y avait pas de R&D. Alors, de temps en temps, ils piquent un universitaire, ils vous prennent pendant 6 mois, etc. Donc, il y a un énorme problème de connaissance, y compris de ce que vous dites, les cultures des uns et des autres, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui accroche pas. Donc ça, c'est un sujet majeur. Et puis, il y a la question de l'imaginaire des groupes entrants dans la société. C'est-à-dire des populations, notamment qui viennent du Sud, avec un imaginaire qui est un peu différent. Quelle place pour leur donner du respect dans le commun, comment est-ce que leur imaginaire du monde fait sa place ? C'est très très net avec les populations qui viennent d'Afrique. Et je veux dire, et c'est un sujet absolument majeur. Là, je trouve que la culture en France, on va aller chercher des artistes partout. Mais au fond, la question de l'imaginaire, disons, des 5 ou 10 millions de gens qui viennent du pays méditerranéen, qui sont aussi notre imaginaire, on le partage, mais ils en ont un autre aussi. Comment on articule le deuxième ? Et je trouve qu'on est souvent pas bon. Après, on dit, ah oui, mais ils n'ont pas de place. Oui, mais est-ce qu'on a respecté ceux qui fondent leur propre particularité ? Donc, il me semble que c'est des sujets où on a énormément intérêt à réfléchir, y compris à les affrontements, je dirais, politiques que ça induit. C'est quand même, vous voyez, moi, je suis Marseillais, il y a 200 000 musulmans, il n'y a pas de mosquée. Il n'y a pas de grande mosquée symbolique sur une grande place avec un centre culturel et tout. Il y a des petites mosquées, mais c'est-à-dire à quel moment la culture de l'autre, je prends la mosquée, c'est un objet culturel, il est culturel aussi, mais
comment est-ce qu'on va s'ouvrir un peu la culture française au fait qu'on est un patchwork, quoi. C'est quand même une vraie question. Qu'est-ce qu'on a comme grand monument, je ne sais pas, au Vietnam, par exemple, bon, qui a été un moment important de la culture, etc. Bon, et je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut quand même qu'on travaille, parce qu'on ne travaille pas assez sur ces sujets. Il n'y a pas assez de réflexion. Donc on se reproduit, les élites sociales se reproduisent dans des préparations, des grandes classes, ils sont hyper cultivés et tout, ils parlent le grec couramment, mais après, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'ils soient ouverts à cette complexité des sociétés et du monde. Excusez-moi. Question ? Non, mais merci, je trouve ça. Allez-y. Ma question s'adresse à Adèle Ziane. Vous avez dit que le Proche-Orient s'interrogeait sur une façon de mettre en tourisme justement ces pays-là, qu'ils ont questionné les pays occidentaux. Et donc je voulais savoir, en fait, comme le Proche-Orient sont des pays avec une identité propre, très différente de la nôtre, est-ce qu'il y avait une attention qui était portée à cette identité de façon à ne pas les occidentaliser et leur permettre de s'exprimer à leur façon, avec leur identité, sans la dénaturer? Vous êtes où, monsieur? Ah, Oui, c'est compliqué. je vous vois. D'abord, je vous parlais, en fait, ce que j'évoquais mon expérience, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, dans les échanges qu'on pouvait avoir avec les ministères de la culture et du tourisme de ces pays, qui nous demandaient justement l'expertise française, c'était mon métier à l'époque, de permettre à l'expertise française de travailler dans le domaine de la coopération avec ces pays. Évidemment qu'il ne s'agit pas, on vient chercher, ce qui nous était demandé, c'était une expertise. Ces pays dont nous parlons ont déjà aussi leur propre expertise. Je vous donne un exemple, en Irak, dans le domaine de la muséographie, dans le domaine de l'archéologie, dans le domaine de la scénographie, dans le domaine de la conservation, les experts sont remarquables. Il y a un vrai échange qui se fait dans ces conditions-là. Il ne s'agit pas seulement d'importer ou d'exporter le modèle français. Et c'était là où c'était extrêmement intéressant. C'était de le rediscuter, de le repenser. Il n'y a que comme ça que ça marche. J'ai envie de dire, quand on vient chercher l'expertise française, il faut en être fier, il faut être en capacité de la présenter, de travailler en coopération, mais il ne s'agit pas de calquer le modèle français sur un pays. Parce que d'abord, les partenaires en face ont des attentes, et c'est toujours la démarche qu'il faut entamer. Peut-être que c'est le domaine dans lequel vous voulez vous projeter à l'avenir, mais il faut être toujours à l'écoute de la demande du partenaire. Qu'est-ce qu'il attend? De quoi il a besoin? On en parlait avec Jean. Il faut d'abord partir du local et ne pas arriver avec une solution toute faite en disant voilà, sur étagère, on vous a ramené le projet que vous attendiez. Ça ne marche jamais. Et au bout de 2-3 réunions, de toute façon, il faut soit vous rectifier le tir, soit le projet s'arrête. Donc ce n'est pas du tout une logique d'occidentalisation, pour reprendre le terme que vous employez, mais plutôt de faire en sorte que le savoir-faire français puisse s'exporter. Une dernière question ? Déjà, bonjour à tous et merci de nous avoir fait venir. On est vraiment privilégiés d'être là. Moi, c'était par rapport au Covid, vu qu'on a vu que la crise Covid, ça a vraiment terrassé, si je peux dire, le métier du tourisme. Et ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des solutions que vous envisagez pour faire en sorte que, au cas où il y a une autre pandémie de Covid, on n'est jamais sûr de rien, pour que le métier puisse toujours perdurer, si je peux dire, et ne pas encore s'effondrer. Voilà. Non, mais si vous voulez, je crois qu'on est entré dans l'ère des pandémies et que c'est la première pandémie mondiale. Il y a déjà eu des pandémies, évidemment, mais elle n'était pas mondiale au sens où on ne prenait pas tous conscience au même moment, en 3 mois, etc. Ça, c'était jamais arrivé. Et ça va se reproduire. Je veux dire, parce que les conditions de rapport entre l'homme, la nature, etc. et la vitesse des déplacements font qu'en 2 mois, tous les corps se sont touchés sur la planète, si on peut dire comme ça, puisque la pandémie était partout, elle passe d'un corps à un autre corps. Donc, en gros, plus ou moins densément. Mais bon, on entre dans l'ère des pandémies.
On a été dans l'ère des guerres mondiales. Aujourd'hui, c'est plus très possible parce qu'on disparaîtrait tous sous la bombe atomique, mais on entre dans l'ère des pandémies. Donc c'est une bonne question, si vous voulez, de comment on va s'y préparer. On saura sans doute beaucoup mieux y répondre. Je pense que là, on a été pris à froid, si je peux me permettre. On a été nuls, enfin, pour dire des choses comme ça. Au début, on peut toujours critiquer qui on veut, mais enfin, les discours qu'on a entendus sur les masques, c'était à pleurer de honte. Donc, si vous voulez, mais parce qu'on n'en avait pas. Mais donc, je pense qu'on a réfléchi, les scientifiques font des progrès géniaux. Mais on est rentré dans cette ère, je suis d'accord avec vous, ça va se reproduire. Il faut l'anticiper comme ça. Il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Aucune raison compte tenu des conditions écologiques de la planète. Donc on est rentré dans ce temps. Donc je suis d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que la question du numérique, par exemple, vous voyez, même pendant cette pandémie, les matchs de foot, ils étaient à la télé. Et quand je discutais avec des directeurs de théâtre, ah ben non, nous on passe pas à la télé, on va pas nous filmer. Je dis, attends, et pourquoi on peut pas te filmer si on peut pas aller dans le théâtre? Les gens, ils ont bien le droit de voir le spectacle à la télé. Alors c'est pas pareil. Mais le foot non plus, aller au match, c'est pas pareil que le regarder à la télé. Bon. Donc toute cette question-là, d'être prêt à une société comme ça. Vous savez, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce moment dans le monde entier? Les gens, ils agrandissent leur maison, ils changent de matelas, ils achètent des objets numériques, ils se préparent, on se fait des cocons. Et puis, il y a 10% des couples, on s'est dit, non, mais attends, qu'est-ce qu'on fout ensemble? 1 million de séparations. Et alors, c'est rigolo, je vous raconterai ça comme ça, mais chez les moins de 30 ans, il y a 50% des couples qui s'interrogent sur leur avenir. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui se trouvent très beaux à 30%, ils envisagent de se séparer, et ceux qui se trouvent trop gros, ils sont que 8%. Donc, comme quoi, il y a un certain marché de la rencontre qui est apprécié. Mais au-delà de ce sondage que je trouve amusant, je suis d'accord, c'est un vrai sujet. On rentre dans cette ère, et y compris, ça peut entraîner des réflexions sur le voyage, etc. Mais surtout, ne fermons pas le monde. Ce qui est génial avec le tourisme, on est en train de construire une conscience culturelle planétaire. C'est un outil de lutte contre le réchauffement climatique extraordinaire. Je veux dire, même si on n'est pas allé partout, entre la lecture, les films, tout, je veux dire, on sait, on vous parle de l'art japonais, vous avez des images, il y a ceux qui sont allés au Japon et les autres non. Attendez, on est en train de construire un commun culturel. C'est quand même la réussite grandiose de notre civilisation. Ne fermons pas ça, après qu'on le régule et tout. Mais sauvons-le, c'est essentiel. Sinon, on ne gagnera pas la bataille contre le réchauffement climatique. On s'en foutra, on dira, ben nous, on pollue moins. Et puis, comment on fait après? On est content, mais après, on meurt. Donc, voilà. Mais non, mais je dis ça parce qu'on est dans ce cycle, on est dans cette période, et c'est ça les vrais sujets. C'est de construire ce commun culturel comme arme contre le réchauffement climatique. Après, il y a des nuisances, il y a des endroits où il y a trop de touristes. Ne perdons pas de vue ce qu'est le tourisme. C'est la mondialisation des hommes et des cultures. Ce n'est pas la mondialisation des marchandises ou de la finance, c'est la mondialisation des hommes et des cultures. Et ça me semble devoir être sauvé comme un principe absolument central. Bon, excusez-moi, ce n'était pas à moi de faire la conclusion. C'est Capsulette, puisque donc c'est ton nouveau surnom. Ses parents l'ont appelé Aurélie, mais maintenant c'est Capsulette. Bon, les conclusions, vous les avez faites tous les quatre, mais puisque c'est mon nouveau job, on va y aller. Voilà, donc en France, tourisme et culture, ça va de soi. En effet, la culture, c'est notre attracteur principal, sans doute, c'est ce qui fait notre singularité, et c'est ce qui nous donne aussi quelques responsabilités. Dans ce que l'on donne à voir, comment on le donne à voir. Ça nous oblige à faire preuve de générosité dans notre accueil, bien sûr, avec nos équipes de conseillers, avec nos équipes de médiation. Ça nous oblige à faire preuve d'écoute des visiteurs, mais aussi des habitants. Ça nous oblige à expliquer, à sensibiliser, à être vigilant à l'accessibilité de la culture à tous les types de visiteurs, quelle que soit leur origine, et pas seulement leur origine géographique. On a vu aussi avec Jean de Loisy qu'on avait des enjeux aussi de déconcentration, de décentralisation, et qu'on avait certainement encore des efforts à faire d'organisation de notre territoire au niveau national, bien sûr, en réconciliant ce tourisme et la culture, en collaborant entre institutions culturelles. C'est le propos du voyage à Nantes, c'est le socle du voyage à Nantes, de construire aussi un parcours avec tous les acteurs culturels qui ont fait cette ville et qui ont
conçu ce socle sur lequel on peut travailler, donner, interpréter notre ville aujourd'hui à des artistes. Mais c'est aussi avec les territoires de proximité que nous, on peut penser cette déconcentration aujourd'hui culturelle. Donc voilà, j'ai l'impression que le voyage n'est pas fini, qu'on va continuer. Voilà, il ne s'agit pas seulement de proposer des offres, il ne suffit pas seulement de proposer la consommation de beauté, mais plutôt la compréhension de la transformation d'une ville dans une démarche moderne, dans une démarche contemporaine. Mais bon, sur le fond, on a le sentiment que l'offre que l'on a créée, elle n'est pas obsolète, et qu'en fait, plus on avance et plus le projet artistique et plus le voyage et l'événement et la ville ne font qu'un. Et donc le voyage devient permanent. Donc il faut qu'on continue sans doute à donner cette possibilité de faire, comme disait Saskia, de faire des musées, de faire des expos, de faire des restos, de faire des rencontres, etc. et de faire le voyage à Nantes. Merci. On se retrouve à 14h30 dans la salle pour l'atelier sur les rencontres professionnelles et donc parler de l'avenir du tourisme d'affaires et des rencontres professionnelles. À tout à l'heure. Voilà, merci, bonne journée. Au revoir.